Voilà, c'est mieux quand il y a du son. Oui. Voilà, c'est mieux quand il y a du son. Moi du passé. Voilà, c'est mieux quand il y a du son. Ah. Pardon, excusez-moi, il y avait moi du passé. Ah, je suis tellement heureux. Regardez, regardez. Oui, bon, ça sert à rien, mais... Oh, pardon. Bon, vous m'avez monté... Non. Tu sais quoi, la plonge? Attends. Oh, attendez, j'ai... Oui. La plonge. Attends. Attendez, on va attendre. Parce que, normalement, c'est censé marcher. Elle est longue, hein. Comme ma bite. Elle est très longue, cette alerte. Voilà. Mais sinon, les gens... Oh oui, oh, oh, oui. On peut avoir le nout-nout. Et coucou Mizu. Coucou, merci pour le raid. Et attendez, on peut voir le nout-nout. Vous n'êtes pas prêts. Le nout-nout. Mizu, nout-nout. Ça va être insupportable. Pour le moment, les gens, dans les sons que j'ai du coup le nout-nout. Il faut qu'on rajoute le Pornhub. Le Pornhub. Et le... Ta gueule. Ah, voilà. Donc ça veut dire que je peux faire ça. Vous n'êtes pas prêts. Pour le nombre de conneries que je peux faire. Et regardez. Oui, il y a une caméra ici. Voilà. Pouk pouk pouk. Il y a la caméra qui me filme. Et il y a le magnifique Stream Deck. C'est le magnifique Stream Deck. Et du coup, si vous me faites trop chier... Il est là. Le Nut Curst. J'aime beaucoup trop ce stream. Eh, vrai de vrai, les gens. On va parler sérieusement. Ça. Vous voyez ça? Regardez. Voilà. C'est juste un Stream Deck. Donc concrètement, c'est juste des boutons programmables. D'accord? Regardez, si je fais ça... Voilà, j'ai plein de choses. Oh, merci! Merci! Le Lager Kick! Oui! De quoi vous voulez qu'on parle en premier? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous dites Vinted, cowboy homosexuel ou Japon. Camoulox. Bravo, bien joué. Du coup, j'ai sorti un short. Voilà, le short, il est ici. Ça s'appelle Ram Range ou l'histoire de 18 cowboys homosexuels. Merde, y a pas de son. Vous aimez quand 18 cowboys homosexuels prennent des douches et circulent dans des gigantesques orgies au Ram Range? Oui, vous aussi, vous aimez ça? Super, on est deux. Ram Range, qui est en fait une musique créée par Grant MacDonald. Et je pensais pas dire ça, mais du coup, c'est un chanteur, acteur, producteur et réalisateur de films. Et ça, c'est un beau combo quand même. Érotique et pornographique gay, qui du coup a créé cette musique qui s'appelle Ram Range pour en fait dénoncer le fait qu'à la radio américaine en 2012, eh ben, il n'y avait pas de musique LGBT. Ça a pris une... C'est exactement ça, en plus, la plongée graphique. Ben en fait, il y en a 787. 787 musiques qui retracent l'histoire de 18 cowboys homosexuels. Qui font des gigantesques orgies. Moi, je suis désolé, je suis fan. Hein. Moi, je suis fan. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis fan. Pas juste, Non, parce que Brokeback Mountain, c'est subtil. C'est subtil. Subtil. Une musique, c'est devenu une saga audio avec des cow-boys qui meurent, mais aussi d'autres qui reviennent, des nouveaux cow-boys qui s'enculent tous dans la joie, la bonne humeur et l'homosexualité au... Et ça, c'est beau. C'est merveilleux. Je ne vous mets pas la fin, il faut aller regarder le... comment ça s'appelle? Le short, si vous voulez la fin. Voilà. Oui, petit teasing. Et sinon, si vous voulez savoir comment j'ai découvert ça, faut demander à lui. Voilà. Faut demander à Étagère. C'est lui. C'est Étagère avec qui on est parti au Japon, qui m'a fait découvrir ça. Et du coup, ça a été même un petit délire au Japon, puisque pendant qu'on se baladait un moment dans un parc, je vous le raconte comme ça en avance,
puisqu'on se baladait, quand on se baladait dans un parc, on a vu un japonais habillé en cow-boy. On s'est, avec étagère, posé la question, est-ce qu'il était homosexuel, est-ce qu'il faisait des orgies au Ram Range? On n'a pas eu la réponse parce qu'on n'est pas allé le voir, mais nous avons vu un japonais déguisé en cow-boy. Et ça, c'est beau. Bon, il faut savoir que quand on est arrivé au Japon, eh ben on n'avait pas nos valises. Pour la petite histoire du pourquoi, du comment, on arrive à l'aéroport de Mérignac. Si vous ne savez pas où est Mérignac, c'est à Bordeaux. Si vous ne savez pas où est Bordeaux, au bout d'un moment, bah, vous êtes chiant, vous ouvrez une carte, voilà, regardez, Bordeaux c'est ici, Paris c'est ici, vous ne connaissez que 2 villes en France, c'est votre ville et Paris, du coup, Bordeaux c'est ici, voilà. Et du coup, on est allé à l'aéroport de Mérignac. C'est l'aéroport de Bordeaux, grosso merdo. On arrive, on nous dit, vous savez quoi? L'avion il est complet. Et on n'a pas embarqué? Ouais, mais l'avion il est complet. Mais vous inquiétez pas, en fait il est complet pour les valises. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vos valises en soute. Gratuitement. Du coup je me dis, bon, parfait. Elle me fait, est-ce que vous avez des choses à prendre? Je fais, bah, je sors mon passeport et je sors mon porte-monnaie. En fait, on monte pas directement dans l'avion, on se met à attendre tout simplement à la porte d'embarquement. Premier problème, les gens, on est à Silent Hill. C'est-à-dire qu'il y a un brouillard à couper au couteau. D'accord? Donc déjà, ça part mal. Ça part excessivement mal, donc on se dit, bon, d'accord. Mais le brouillard, il se lève pas. Il se lève, mais vraiment, vraiment pas du tout. On fait, bon, c'est pas grave, c'est juste du brouillard. Sauf que, si à Bordeaux, c'était juste du brouillard, à Paris, c'était un brouillard givrant. Ce qui fait que depuis le matin où on partait, nous, à Paris, aucun avion n'avait décollé de Paris. Ce qui fait que si aucun avion ne décolle de Paris, bah, il n'y a aucun avion qui peut atterrir à Paris. Voilà. Ah, tiens, j'ai retrouvé, tenez. Ça, c'était le brouillard. Donc c'est vraiment pour vous dire, c'est épais, d'accord? Résultat, notre avion a 1h30 ou 2 heures de retard. Il n'y a pas des monstres. Alors, non, il y a juste des personnes bizarres dans les trams, et c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. À la limite, il y a des monstres bizarres dans les trams, mais c'est tout. Mais on finit par embarquer, on finit par arriver à Paris. On a 2 heures de retard sur Paris. Donc en fait, on est à Paris, on est sur la piste d'atterrissage de Paris, et l'avion, il peut pas se garer. Le problème, on a une correspondance pour Osaka dans 20 minutes, donc on reste là. On arrive à débarquer. On regarde l'heure, notre avion est censé avoir décollé. Mais, on nous dit bien... Oui, ah oui, parce que le pilote aussi de l'avion de Bordeaux était en PLS. Le mec, vraiment, il était en dépression, mais phase finale. C'est-à-dire qu'on atterrit, il fait... Bon alors, on a atterri, mais personne vient nous chercher. C'est chiant. C'est de la merde. Voilà, le mec a été comme ça pendant 30 minutes. À nous parler juste comme ça pendant 30 minutes d'une voix monotone et ultra blasée. Mais on arrive à atterrir. Si vous ne connaissez pas l'aéroport de Charles de Gaulle, c'est un aéroport de merde. Il faut le dire, c'est un aéroport de merde. En fait, c'est un très grand aéroport. Et nous, on est extrême droite de l'aéroport. On doit aller à l'extrême gauche de l'aéroport. En temps normal, à pied, faire cette distance, c'est 30 à 40 minutes. Notre avion, je rappelle, pour Osaka, est censé déjà avoir décollé. Donc on sprint pour essayer de choper notre aéroport. On se fait arrêter par la sécurité qui sont incapables de lire une putain de carte d'embarquement. C'est... Je vous jure, Vector passe la sécurité, le mec lui dit rien. D'accord? Je passe la sécurité, le mec regarde ma carte d'embarquement, alors que c'était le même mec, et là tout d'un coup il m'arrête, il fait... vous devez aller à quelle porte?
Et moi, je suis en mode, mais j'en sais rien. Je sais pas. Il faut que j'aille dans le hall pour voir à quelle porte elle est. Et le mec, il regarde la carte, il fait, ouais, mais moi, je sais pas à quelle porte vous allez, donc ça me dérange. Et il y a Vector qui venait juste de passer par le même mec avec la même carte, qui se retourne vers moi et qui est en mode, what the fuck. Moi, je suis en mode, putain, gros ton cul. Donc, j'essaye de rester calme, mais je m'énerve contre le mec, d'accord? Jusqu'à ce moment qui tilt le mec, que Vector et moi, on a la même carte. Et le mec, tout d'un coup, il a fait « Ah, mais vous êtes dans le même avion! Let's go !» Et il me laisse passer. Je suis en mode « Je vais lui péter la gueule. » Vraiment, je suis en mode « Je vais lui péter la gueule. » On sprint. Je n'ai pas un bon cardio. Donc, c'est douloureux parce que je suis en mode... Voilà. On arrive à la carte d'embarquement. On arrive à la porte d'embarcadère. Ils allaient fermer la porte. On arrive, on est les deux derniers. Le mec, il essaye de nous faire des petites blagues. Connard, on est les derniers, j'ai failli louper mon avion. Il arrive, il nous imprime les nouvelles cartes. On est avec Vector, alors qu'on n'était pas censé. On est côte à côte. Alléluia. On passe, il ferme la porte d'embarquement juste derrière nous. Donc on est littéralement les deux derniers à rentrer dans l'avion. On atterrit à Osaka. Le soulagement. Vraiment, on atterrit à Osaka. L'avion atterrit à Osaka. On est ultra soulagé. Voilà, on est en mode, on est à Osaka. On va chercher nos valises. Et là on attend, on est en mode... C'est bon. Et là, je me souviens, étagère, fait la blague, PTDR, imagine qu'ils ont oublié que nos valises sont restées à Charles de Gaulle. Et moi, je suis en mode, PTDR, ça serait drôle. Et on voit quoi débarquer 4 petites japonaises avec une feuille de papier avec nos noms dessus. Et on comprend que nos valises sont vraiment restées à Charles de Gaulle. Et là, on se regarde tous, et on a un rire nerveux. Et on a les petites japonaises qui nous aident. Et on doit remplir tout un tas de papiers, parce qu'elles nous expliquent que, effectivement, nos valises sont restées à Charles de Gaulle. Du coup, elle nous dit, ben en fait, vos valises, elles arriveront que cette nuit. Donc on vous les apportera, on vous les livrera demain. Je viens de passer 14 heures dans un avion sans pouvoir me changer. Et là, vous êtes vraiment en train de me dire que on peut pas se changer? Parce qu'on a littéralement pas nos valises. On a juste notre passeport, parce que pour voyager, t'as besoin d'un passeport. Mais gardez à l'esprit que j'ai eu l'idée, on a eu l'intelligence de garder nos cartes de crédit sur nous. Donc, ça veut dire que là, on est au Japon, sans nos valises, avec juste notre passeport et une carte de crédit. Et pour combiner le tout, comme le dit Vector, on aurait pu avoir un remboursement, parce que je vous rappelle que nos avions, l'avion de Bordeaux et l'avion de Roissy-Charles de Gaulle, en France, a eu du retard. On était à presque 2 heures de retard. L'avion en direction d'Osaka a accéléré, on a gagné 2 heures. On a atterri à Osaka, on n'avait pas de retard. On n'a même pas pu se faire rembourser nos putains de billets par Air France. Parce que le pilote vers Osaka, il était en mode let's go. Il est arrivé, il a mis... Vous savez, comme dans comment ça s'appelle, Flight Simulator, il a pris les turbines, il a fait... On arrive du coup à Osaka, et, comme je le dis, on est arrivé à Osaka, au Japon, mais nos valises sont restées à Paris. Voici le petit papier stipulant, effectivement, que nos valises sont restées en France. C'est bien de pas avoir de retard. Alors, en vrai, Kitsune, je vais pas te mentir, on aurait aimé avoir du retard pour une bonne simple raison que, au bout de 2 heures de retard d'avion, Air France te rembourse une partie, voire la totalité du billet. Je vais pas vous mentir que si on avait pu être remboursé d'une partie des 1027 €, j'aurais pris plus de porno. J'aurais pris, je le dis ouvertement, j'aurais pris plus de porno.
Et du coup, on a ce magnifique petit papier. Parce que du coup, ils vont nous les livrer. Sauf que on est, donc pour vous, parce que je vois l'heure, 5h05 AM. Donc 5h05 du matin. Nous, il est 8h, nous, il est 11h du matin. Je rappelle qu'on n'a pas pris de douche. Qu'on a nos vêtements d'il y a presque 24 heures. Et qu'on va devoir rester 24 heures de plus comme ça. Bref. Ça, ce sont les magnifiques toilettes japonaises. Alors, on va en parler tout de suite. Moi, toilette japonaise, j'étais en mode... Bon, il y a un petit jet d'eau qui te caresse l'anus, ça fait tout. Que nenni. C'est un jet d'eau qui te caresse l'anus, qui fait tout. Mais qui peut être aussi plus fort pour que ça te nettoie bien, donc ça va faire blablabla. Voilà. Mais aussi, la cuvette est chauffée. Vous n'imaginez pas comment une cuvette chauffante... Oh. Tes petites fesses sont... T'es en mode... Toilette utilise hydro... Mais en fait c'est ça, c'est toilette utilise pistolet à eau ou toilette utilise hydrocanon. Voilà. Mais en vrai de vrai, Blue Gamer, le mieux, c'est que c'est chauffant. On rentre, on se couche, on essaye de prendre une douche, mais c'est chiant. Bon, on prend une douche, voilà. Et à minuit 30, dites-vous que les chambres sont au 2e étage. D'accord ? Les chambres sont au 2e étage. J'entends la porte être trafiquée. La porte du 3e, du rez-de-chaussée. D'accord ? J'entends la porte être trafiquée. Je reçois... Mon portable vibre. Ça me réveille. Je suis en mode, putain, c'est quoi ce bordel ? Je regarde, c'est un numéro japonais. Je sais pas ce que c'est. Je le coupe. Et j'entends la porte être trafiquée en bas. Je suis en mode, c'est quoi ce bordel ? Donc, je descends les étages. J'arrive dans le long couloir que vous avez vu tout à l'heure. Donc, faut vous dire que Petite Lacrima est ici. Petite Lacrima est ici, et en face, il y a la porte. D'accord ? Il y a la porte d'entrée. Je vois la porte d'entrée se fermer. Et je suis en mode... on m'avait dit que le Japon, c'était sécurisé, sachant qu'on avait fermé à clé la porte. J'allume la lumière parce que j'étais dans le noir, je voyais que dalle. Et là, nos valises. Et là, je suis en mode... Oh. Et là, j'ouvre mon portable. Et là, je vois qu'on a un message de notre proprio du Airbnb qui est en mode je vous ai déposé les valises, bonne nuit. Et moi, je suis en mode... Oh. Alors, je me prends en photo pour lui montrer que j'ai bien vu son message, que j'ai bien vu les valises. Je la remercie. Et là, je suis en mode, mais putain, mais c'est trop bien. Je monte les valises dans le salon. Sauf la mienne, enfin les nôtres, qui sont là, ces deux-là, que je monte dans notre chambre. Mais rappelez-vous que nous avons l'Everest. Je vous jure que monter ces escaliers comme ça, avec les valises qu'on avait, c'était l'enfer. Parce que il est 1h du matin. Je ne veux réveiller personne, sachant que le moindre bruit, le moindre craquement d'escalier s'entend. Je ne veux réveiller personne. Donc c'est déjà un miracle. Oui, la valise est légère, mais c'est quand même un miracle. Et alors là, les gens, je vous le dis ouvertement, je n'ai jamais connu plus grand moment de bonheur que lorsque je me suis changé. Je suis passé de mes vêtements qui sans doute puaient en plus de l'avion que j'avais porté toute la journée et que là j'ai pu me changer, je me suis mis en pyjama. Là, c'était un moment de bonheur. J'étais en mode oh. Ensuite, je suis allé me remettre dans les draps, je suis allé me remettre dans le lit et j'étais en mode ah, je suis bien. Et ensuite, il est arrivé le problème de 7h du matin.
Au Japon, il n'y a pas de volet. Le soleil, il se lève à 7h du mat. Surprise, motherfucker. Le 7h du matin, la chambre entièrement allumée. On a aussi trouvé Jean-Michel japonais magicien. Écoutez, Jean-Michel japonais magicien. Eh ben, il fait de la magie. Sachez-le. Et c'est petite anecdote rigolote. À ce moment-là, Vector a joué les paparazzis pour un couple ou une famille. Puisqu'en fait, il y a une famille qui a demandé à Vector, le bon gaijin, de les prendre en photo. Voilà, c'était rigolo. Alors, je tiens à vous dire qu'au Japon, les rues sont très petites, d'accord? À tel point qu'ils ont tous des keikars. Les keikars, si vous savez pas ce que c'est des tout petits véhicules. Je pense sincèrement que ça doit faire à peu près la taille d'une Twingo. Vraiment. Mais c'est ultra spacieux à l'intérieur, mais voilà, grosso merdo, c'est peut-être légèrement plus grand qu'une Twingo et c'est tout. J'ai pas compris. Il y a un fils de pute de japonais qui s'est dit, et si j'achetais un Hummer et que du coup, bah je peux pas le conduire parce que les routes sont pas adaptées. J'ai pas compris du tout. C'était... En vrai, c'est un peu drôle, mais j'ai pas compris. Et du coup, mon grand sauveur, le Family Mart. Le Family Mart. Ça, les gens, comprenez bien ça. Le Family Mart, ça nous a sauvés, les gens. Très important. Ça nous a sauvés, les gens, le Family Mart. Alors, hein, c'est quoi le Family Mart? C'est un combini. Qu'est-ce que c'est un combini? Tu vois ce que c'est Carrefour Market? Tu vois ce que c'est le Carrefour Market au coin de ta rue? Ben dis-toi que là, les Japonais, ils adorent tellement Carrefour Market qu'ils en ont foutu à tous les coins de rue. T'as littéralement un Carrefour Market tous les 200 mètres. C'est même pas une blague. Il y a littéralement un Carrefour Market tous les 200 mètres. On a dit en plein désert, le Family Mart. Ah non, mais exactement ça. Parce qu'en fait, dans chaque Family Mart, enfin dans chaque combini, donc 7-Eleven, Family Mart, Lawson, qui sont les trois plus connus, vous avez un distributeur pour retirer de l'argent. Donc, littéralement, vous allez constamment y passer dedans. Pour faire le petit déjeuner, pour acheter vite fait la bouffe du midi, par exemple, pour retirer de l'argent, pour pisser, parce qu'en fait, ils ont des toilettes qui sont disponibles, donc... Sachant que vous avez envie de pisser, vous allez dans un Family Mart, vous allez dans un combini, vous pourrez aller pisser. Le café, tu veux un café? Combini, voilà, t'as tout, voilà. Et oui, par contre, pour retirer, c'est minimum 10 000 yens, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas retirer en dessous de 60 €. Et, alors ça par contre, c'est une aberration. C'est une putain d'aberration. Retirer de l'argent vous coûte de l'argent. Je le redis. Retirer de l'argent à un distributeur vous coûte de l'argent. Dans un pays où tu payes 90% du temps avec du liquide. Voilà. Quand tu retires de l'argent, tu retires... En fait, tu retires 10 000 yens, mais tu retires pas 10 000 yens. Tu retires 10 000 yens. Donc en clair, tu retires 11 000 yens. T'as 1000 yens, genre... En mode... Ah. Ah. C'est... Bon. Eh ben j'ai... Ok. Ah oui, et très important, parce que même si je l'ai déjà dit sur Twitter et tout, si vous allez au Japon, ça, c'est la tueuse de gaijin. Alors, si vous savez pas ce que c'est un gaijin, c'est un étranger. On va parler comme ça. Un gaijin, c'est un étranger non japonais. Ou c'est un étranger non asiatique. D'accord? Donc c'est littéralement nous, les occidentaux, quoi. Ça, c'est la tueuse de gaijin. Ça s'appelle Strong Zero. Elle est à 7%. En réalité, c'est à... En réalité, non, c'est à beaucoup plus. Hein. En réalité, c'est à 9%. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de la Lemon Sour. La Lemon Sour, c'est pas de la bière. C'est, pour vous expliquer ce que c'est, ça a la texture d'une limonade, ça a la couleur d'une limonade, tu la verses dans un verre
rien ne la différencie de la limonade. Ça a l'odeur d'une limonade. Ça a le goût d'une limonade. C'est à 9 degrés. T'es à terre. je vous le dis ouvertement. Ça met à terre. D'accord. Tout le monde a fini à terre. Faut bien te dire, Griffith, que réellement... En fait, quand tu bois ça, tu sens pas du tout l'alcool. Quand tu bois ça, t'as vraiment juste l'impression de boire une limonade. Tu finis la canette, t'es raide pété. Et tu t'en es même pas rendu compte. C'est mortel. Les affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup, Lucie. Mouah, j'espère que tu vas bien. Putain, Lucie, elle arrive sur la bière. Elle arrive sur l'alcool. Elle arrive sur la lemon sour à 9 degrés qui te met ras morte. Et est-ce que vous savez combien ça a coûté? Allez, indice. Allez. Alors, c'est de la lemon sour, c'est de la limonade alcoolisée. Voilà. Est-ce que vous savez combien ça a coûté? Faites vos jeux. 300 yens? C'est hors de prix la plonge, beaucoup moins. 120 yens? Un tout petit peu plus que 120 yens. Un tout petit peu plus que 120 yens. 150... Oui, Nubas. Là, la Strong Zero m'a coûté 150 yens. Ça coûte aussi cher qu'un onigiri. Et ça vous met une race. T'es pas cher à saouler au moins. Alors, en vrai de vrai, et ça, les gens, c'est la petite canette. Parce que vous avez la canette à 75. Là, c'est juste une canette à 50. Non, là, c'est la canette à 33. Vous avez la canette à 75. 60... Et je crois qu'elle coûte 200 yens. La canette à 75, je crois qu'elle coûte 200 yens. 200 yens, vous êtes raide mort. Ah là là là. Les prix élevés sauvent ma sobriété. En vrai, l'alcool au Japon, ça coûte que dalle. Hein. Je te le dis, Filou, l'alcool au Japon, ça coûte que dalle. Hein. Parce que... Et ça, dis-toi que c'est vraiment... Pour tout te dire à quel point ça coûte que dalle, ça, les gens, c'est le Tetra Pak d'Umeboshi. L'Umeboshi, c'est de l'alcool de prune, d'accord? C'est 100%, c'est marqué, 100% alcool de prune. Je crois que c'est un truc à presque 30%, d'accord? C'est un truc à 30% d'alcool, d'accord? Le Tetra Pak de... Donc c'est 2 litres. C'est le Tetra Pak de 2 litres à 650 yens. Et alors là, si le Lemon Sour t'as pas mis KO, ça te met KO. Ça c'est nul. Ça. Du schnapps en pack. Au secours. Pas en pack, en Tetra Pak. 2 litres de schnapps. Ah, ça c'est beau. Ça c'est un copain qui nous a donné l'astuce. Il nous a dit si vous voulez vous bourrer la gueule, il y a le Tetra Pak d'Umeboshi qui est pas cher. Effectivement, c'était pas cher. 2 litres d'alcool pour... 2 litres d'alcool pour... 3,60€. Voilà, je vous le dis. Donc bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, petit curry saucisse épinard. Qui a coûté, je crois, 1200 yens. Délicieux. En vrai, un petit délicieux. Alors, je vais vous rembourser tous vos points de chaîne, parce que je fais pas les points de chaîne, là. Sachez-le, je vous rembourse tous vos points de chaîne. Je fais pas du tout les points de chaîne aujourd'hui. Je tiens à vous le dire. Là, c'était la recherche. Ouais, on a galéré pour chercher un resto, parce que, en fait... À la fois, c'est une expérience qui était cool. À la fois, c'est peut-être le pire moment pour être au Japon. Puisqu'en fait, approche... la journée, le jour, entre parenthèses, un peu avant le nouvel an et un peu après, c'est les rares jours qui sont fériés. Donc en fait, tout est fermé. Tous les petits restos et tout est fermé. On galère, tu galères pour trouver une... Réellement, tu galères pour trouver un resto. Pour trouver un resto ouvert, c'était l'enfer. Ouais, c'est ça, c'est leur rare semaine de vacances. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, souvenez-vous quand je vous ai dit que le français, ça fait chic.
Voilà. Français, au Japon, ça fait chic. Sachez qu'ils ne savent pas le lire. Mais attention, la boulangerie café qui s'appelle Goût, ah, c'est du luxe. C'est chic. Pareil pour le bistrot qui s'appelle Mousqueton. Ils savent pas le lire, mais ça fait chic. Pareil pour le célèbre restaurant italien Pont-l'Abbé. Oui, parce que du coup, comme je l'avais dit juste avant, pour eux le tiramisu c'est français parce que bah, le nom est un peu classe donc ça doit être français. Donc les restos, même un peu de luxe italien, ils sont français. Forêt de farce U. En vrai de vrai, Lucie, il sera en mode oh ça doit être classe. Il y a écrit du français. Mais coucou vie, comment vas-tu? Parce qu'en fait, ils reconnaissent le français mais ils ne savent pas le lire. Donc voilà. Oh oui. Ça les gens, c'était mon petit déjeuner. Donc là, 2 onigiri, thon mayonnaise, un verre d'eau, un café et du poulet frit. Ah, les gens, le poulet frit. Non. Je vous le dis. En France, on ne sait pas faire du poulet. Je vous le dis, je me mouche, mais en France, on ne sait pas faire du poulet. Et oui, dès le matin. Et qu'est-ce qu'il était bon, parce qu'il était particulièrement tout chaud. Et j'ai le nez en trompette. Sachez-le. Il y avait un petit... Alors putain, Vector, est-ce que tu te souviens du nom du dessin animé? Le matin, on mettait la télé, et on était tombé sur ce dessin animé, c'est que de la stop motion, et c'est ultra mignon. C'est un dessin animé muet, avec des petits chats en stop motion. C'est ultra cool. C'était vraiment, vraiment ultra cool. Faut que je retrouve le nom que c'était. Et c'était vraiment ultra mignon. Je vous le dis. Essayez de vous retrouver le nom. Ensuite, on est allé à l'aquarium, tout simplement. Ah si, attendez, je suis obligé de vous le montrer, ça. Voilà, je sais. Il y a... Voilà, regardez, des magnifiques nut-nut. Voilà. Jumpscare. Pardon, excusez. Oui, c'est un cul japonais. Oui, je sais que vous avez envie de voir ce cul japonais. Mais non, mais du coup, il y avait des pingouins. N'oubliez pas que les dauphins sont des violeurs. Voilà. Et du coup, à eux, je ne dirais juste que... Salaud. Voilà. Putain, j'adore vraiment cette soundboard. Qu'on me tue, je vous en supplie. Mais, en fait, la grande attraction, surtout, de cet aquarium, et pourquoi est-ce qu'il est cool à aller voir, ils ont des putains de requins-baleines. C'est pas une blague, ils ont des requins-baleines, et c'est vraiment dingue. Je vous le dis, c'est vraiment dingue. En fait, il y en a 3, je crois, qui nagent, et tu peux en faire tout le tour. En fait, ils sont au milieu de l'aquarium, donc, partout où tu passes, t'arrêtes pas de passer devant leur bassin, et donc tu peux les prendre en photo et tout. Il y a des poissons lunes, il y a des raies, tout. C'est vraiment trop cool. Et surtout, je vais vous présenter mon super copain. Il a l'air si heureux. Il a l'air si heureux. Donc un petit poisson globe, un petit fougou. Voilà, il a l'air si heureux. C'est des poissons globes. Tu sais, ceux qui se gonflent le dos et qui font touc. C'est un fougou. Et il a l'air si heureux. En fait, quand tu le regardes de face, il a vraiment un smile de ouf. C'est vraiment trop drôle. Et nous avions des petites otaries, puisque du coup, il donnait à manger aux otaries. Aux phoques, pas aux otaries. Aux otaries ou aux phoques? Non, c'est les phoques, ça. J'ai une petite vidéo de quand on leur donne à manger.
Bon, alors ça, c'est des daims. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous manger, mais ils vont vous tabasser la gueule. Voilà. Une petite vidéo. Normalement, elle fait une petite roulade aussi. Oui. Ah non, elle fait pas de petite roulade. Fais une petite roulade. Elle était têtue, elle voulait pas faire de roulade. Fais une roulade. Normalement, elle fait une... Oui. Voilà. Voilà, c'était tout. C'était juste une petite roulade. Normalement, ici, il y a des loutres. Il y a des petites loutres. Voilà, c'est tout. On a trouvé une photo de Raxa. Voilà, si vous vous demandez à quoi ressemble Raxa, voilà. Raxa ressemble à ça. C'est une magnifique sirène. Est-ce que vous voyez quelque chose sur ce McDo? Je vous laisse trouver quelle est la chose un peu étonnante sur ce McDo. Est-ce que vous voyez? Personne n'a envie de voir. La maison au-dessus, ça ressemble à une maison. Alors oui, déjà, ça ressemble à une maison. Effectivement, ça ressemble à une maison, mais non, c'est bel et bien un McDo. Bon, ok. McDo a son propre service de livraison, parce que Uber Eats, Deliveroo, ça n'existe pas au Japon. Enfin si, ça existe, mais en fait, c'est tellement rare et tellement pas démocratisé qu'ils ont leur propre service de livraison. C'est rigolo. Je trouve ça assez rigolo. Est-ce que je vous parle du Shinkansen? Ah, parce que là, du coup, on s'est baladé à Osaka, on a fait plein de trucs à Osaka, mais à Osaka, on n'y restait que 5 jours. Et du coup, faut qu'on aille à Tokyo. Comment est-ce qu'on va à Tokyo? On prend le Shinkansen. Le Shinkansen, si vous ne savez pas ce que c'est ça. C'est ce train. Là, vous voyez, ça, c'est ça. C'est le truc qui fait bander tous les bandeurs du Japon en mode « Oh là là, le Shinkansen, c'est merveilleux, le Shinkansen, c'est trop bien, le Shinkansen, c'est cool, le Shinkansen machin, le Shinkansen ceci, le Shinkansen cela. Le Shinkansen, c'est de la merde. » Je le clame haut et fort, la SNCF, c'est mieux. Puisque le Shinkansen, devant leur immense intelligence, vous voyez, regardez, vous voyez ça, vous dites, bah il y a plein de wagons. Un Shinkansen, c'est composé de 20 wagons. Sur les 20 wagons, 15 sont uniquement réservés aux personnes qui ont réservé leur place. C'est le prix d'un billet. Et vous allez me dire, bah c'est combien un billet? C'est 100 €. Attendez. Putain, il me faut le... Combien? Il faut que je le rajoute, mais... Une place, c'est 100 €. Et ça, c'est une place non réservée. Du coup, si vous voulez réserver une place, c'est 100 € de plus. Résultat. Et ben, sur les 15 wagons qui sont uniquement réservés pour les gens qui ont réservé une place, bah tous ces wagons ils sont vides. Parce que ça coûte, c'est hors de prix. Donc en fait, il n'y a plus que 5 wagons dans lesquels tu peux réellement aller. Et du coup, que font les Japonais? Eh ben ils ne prennent que des places non réservées. Qui coûtent quand même 100 balles. Hein. Sauf que du coup, le Shinkansen, ils vendent plus de places qu'il n'y a de places assises. Osaka, Tokyo, c'est 3 heures de train. On a passé 3 heures debout dans le Shinkansen, serré dans 5 wagons. Et quand je vous dis serré, c'est serré. Combiné à ça qu'on avait les valises. C'était horrible. Et Vector, ce grand héros des temps modernes. Parce que moi, j'ai réussi à trouver une place très rapidement et à m'asseoir. Vector est resté debout jusqu'à la fin. Il est resté debout pendant 3 heures avec ses valises. Non mais Vector le Warrior. Vector, c'est Okuto no Ken. Il est arrivé, il a cassé la gueule à tous les Japonais. Il a fait... C'est moi le boss. Mais genre, vous avez pas tourné... Alors, effectivement, moi, c'était ma première idée.
bah venez, on tourne. Le problème, Raxa, c'est que du coup, dès que t'as trouvé une place, que tu t'assois, et ben comme il y a une place qui s'est libérée dans le couloir, tout le monde se recomprime. Pour essayer de gagner un peu de place, donc tout le monde se recomprime à nouveau. Franchement, vraiment, je vous le dis, ouvertement et premier degré, c'était ma pire expérience de train de tous les temps. Les places à prendre, en plus, les places à prendre, il faut qu'on aille sur une borne. La borne, rien n'est expliqué de comment on prend des places. Résultat, on est obligé d'appeler un employé de la gare pour qu'il nous montre comment on fait. Je vous le dis ouvertement, on leur casse les couilles. Parce que du coup, ils arrivent, ils sont en mode « Putain, encore des gaijins !» et ils ont pas envie d'aider. Donc voilà. Donc c'était horrible. Vraiment, le Shinkansen, plus jamais. Ça, c'était rigolo. Vous voyez cette grande place? Les Japonais, je vais le dire très clairement, je vais pas prendre de passettes. Les Japonais sont des abrutis dans un sens où une règle est une règle. Même si ils ne comprennent pas la règle, ils vont suivre la règle. Et s'il n'y a pas de règle, ils vont suivre le premier qui fait ça. Au milieu, donc là si vous voyez pas, au milieu c'est du gravier. Rien, je dis bien rien, n'interdit de marcher sur le gravier. Aucun japonais ne marche sur le gravier. Pourquoi? Parce qu'il y a dû y avoir un premier japonais qui a fait tout le tour. Parce qu'en fait là il y a un petit chemin, il a fait tout le tour. Résultat, tout le monde fait juste tout le tour. Alors du coup nous avec Vector on a élaboré un jeu, une théorie. On pense que les Japonais jouent à le premier qui marche sur le gravier, sa mère est une pute. C'est notre théorie, vous la validez ou pas, en tout cas c'est notre théorie. En vrai, et c'est encore plus aberrant plus tard, on arrive ici. Ici c'est un temple, d'accord? Vous passez une arche, vous passez un torii, et au milieu, c'est du gravier. En théorie, t'es censé marcher au milieu. Personne ne marche au milieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais personne ne marche au milieu. Tout le monde préfère marcher ici, sur ça. Et on pourrait se dire, mais ça, c'est un chemin. Ça, là, que vous voyez, là, que je vous montre avec ma souris, c'est pas un chemin. C'est une rigole pour l'eau. Tout le monde marche sur les rigoles pour l'eau. Pourquoi? Parce que un mec a sans doute marché en premier sur la rigole pour l'eau, et comme les Japonais ne veulent pas se démarquer de la masse, tout le monde marche sur la rigole pour l'eau. Alors vous allez me dire, bah pourquoi là il marche au milieu? Parce que ça c'est des offrandes. Donc du coup comme c'est un peu instagrammable, et ben exceptionnellement quand on arrive devant les offrandes, les Japonais se mettent à marcher au milieu pour que justement on puisse prendre les photos sans déranger, pour ensuite se remettre à remarcher sur les putains de rigoles. Et c'est encore plus stupide quand tu arrives ici, où c'est un torii, donc t'es censé passer au milieu. Donc les Japonais marchent sur le côté, se décalent, passent au milieu pour passer entre le torii, alors que c'est du putain de gravier, et se remettent à remarcher sur la rigole. Parce que gravier est la contraction de gras et rivière, les Japonais ne veulent pas gâcher leur énergie. Je sais pas que je ne saurais quoi dire. Ça n'a aucun putain de sens. Mais du coup, et ça, en fait, c'est le problème aussi. Toi, tu serais français, on dirait, mais putain, nique ta mère, vas-y, on marche au milieu. On se gêne à ne pas marcher au milieu, à tous être comme des cons à la file indienne. Donc, parce que là, vous voyez, il y a du monde, hein. Donc, on se gêne. Donc, c'est chiant, ça emmerde tout le monde. Donc, toi, t'es un gaijin, tu te dis, je vais marcher au milieu. Mais si tu fais ça, réellement, tu vas avoir le regard de tout le monde. Et tu vas le sentir encore un gaijin de merde. Tu vois, en vrai, tu le sens sur toi. Et donc, tu te dis, bah, j'ai pas envie... Je suis en voyage, j'ai pas envie de me faire remarquer. Et ben tu vas suivre les Japonais. Tu trouves ça con, tu trouves ça aberrant, mais tu vas suivre ce que font les Japonais. Mais vous voulez rire dans tout ça? C'est que là,
Donc là, les Japonais ne marchent pas au milieu parce que, bon, soi-disant, peut-être que le gravier, il est sacré, ou alors ils jouent à le premier qui marche sur le gravier, sa mère est une pute, hein. À tous les coups, ils doivent jouer à ça. Sauf que, littéralement, 20 mètres plus loin, ça, c'est vraiment, littéralement, 20 mètres plus loin. T'as envie de péter un câble. Vraiment. L'expo Kogai, ouais c'est ça, c'est l'expo Kogai qui était très cool. Et du coup, bah, on a bien sûr visité la Tour Eiffel. Voilà, on a fait la Tour Eiffel, bien entendu, car en réalité, je vous ai menti, depuis tout ce temps, je n'étais pas au Japon, mais j'étais à Paris. Voilà, voilà, bon, il y avait... Sailor Moon, Sailor Moon, c'était trop cool. Ensuite, on a fait un truc qui s'appelle le Team Labs, et alors le Team Labs, c'était incroyable. On a plus profité de l'événement plutôt que de prendre des photos à droite à gauche. Et il y avait notamment un petit truc rigolo, c'est qu'en fait on était rentré dans une salle et il y avait des étranges dessins qui se baladaient un peu sur le mur. Et en fait c'était les personnes du Team Labs, donc les clients, j'ai envie de vous dire, c'est nous quoi. On pouvait faire un dessin. Voilà. Du coup j'ai imprimé Lacrima en mode méduse, donc moi en mode méduse. Et c'était rigolo. J'ai une vidéo de ça d'ailleurs. Regardez! On sent l'âme d'artiste, exactement! Alors en vrai de vrai, Lou, tu dis ça, mais sache qu'en fait, pour dessiner, on avait que des crayons gras. Tu fais pas des dessins 4K au crayon gras, Lou. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. On a fait quoi? Donc on a fait Shibuya avec Hachiko. Les dogos. On a fait Hachiko. Voilà, on était juste devant Hachiko. Ah oui, les Japonais. Il faut choisir. C'est pain au chocolat ou chocolatine. C'est pas chocolat croissant. Chocolat croissant, ça n'existe pas. Voilà. Alors, selon étagère, ici, il y a écrit pain au chocolat. Moi, je ne lis pas le japonais, donc je dirais juste qu'il y a écrit chocolat croissant. Allez vous faire foutre. En plus, 300 yens, et c'est dégueulasse. Regardez-moi cette salle d'arcade. Est-ce qu'elle vous fait pas en rêver? Est-ce qu'elle vous fait pas rêver, cette salle d'arcade? Eh ben, sachez que malheureusement, bah, les salles d'arcade, ça n'existe plus. Et oui, le petit pirate, ben c'est un jeu japonais. Alors je ne savais pas du tout que le Pic Pirate c'était un jeu japonais. Voilà, je ne savais pas. Et sachez que cette salle d'arcade, c'est peut-être une des dernières salles d'arcade qui reste à Tokyo. C'est très triste, mais en fait les salles d'arcade au Japon, ça existe quasiment plus. Je suis désolé, vous voyez ça, vous avez pas envie de vous arrêter de faire un jeu. Là, nous c'est ce qu'on a fait. C'était trop bien, c'était une expérience qui était, je trouve, vraiment, je le dis ouvertement, qui était magique. Moi j'ai adoré. Mais en fait, des salles comme ça n'existe plus. Il y en a de moins en moins. Et quand vous tapez salle d'arcade au Japon, bah, vous allez tomber sur des salles d'UFO Catcher et c'est trop dommage. C'est trop dommage. On a aussi, paix à son âme, avec Vector, nous avons trouvé une petite peluche. Nous espérons qu'elle a retrouvé une famille, des enfants, et que quelqu'un puisse s'amuser avec. Salut mon pote, petite peluche. Les burgers Evangelion. C'est très simple. Rei, le burger est assez bon. Asuka, le burger super bon. Shinji, le burger était aussi fade et utile que Shinji dans la série. Et en vrai, c'était peut-être sans doute l'un des pires burgers que j'ai jamais mangé de ma vie. Donc voilà, c'était dégueulasse. Après oui, comme le dit Vector, on était à New York. Voilà, il y avait une statue de la liberté. Attendez, je me mouche. Et j'ai oublié de couper le micro. Je suis désolé. Et en même temps, pendant qu'on était à la skaterie, il y avait une petite expo My Hero Academia. Voilà. Et il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que l'ascenseur était brandé, en fait, brandé My Hero Academia. Et du coup, il y avait quand même un petit poster pour te montrer à quoi ressemblait la fille invisible. Et du coup,
J'ai fait le Pingu Café. Le... Voilà. Mais du coup, le petit Pingu Café, tout simplement. Voilà. Où vous pouviez regarder des épisodes de Pingu et manger de la bouffe de Pingu. C'était correct. Très clairement, vous allez pas dans ce genre de café pour manger bien. Je vous le dis tout de suite. Pour manger de la grande bouffe. Mais c'était sympathique. Et j'ai encore le putain de nez. Et je commence à en avoir ras le cul de ce nez. Hein. Il faut que je vous parle de ces chips que Vector a acheté le premier jour. C'est littéralement l'une des premières choses qu'on a mangées au Japon. J'ai rarement mangé une chose aussi dégueulasse. C'était pour la science. Vector. Ce sont censés être des chips à la pizza. D'accord ? Ce sont censés être des chips pizza pepperoni. Ça avait l'odeur et le goût de la bouffe pour chien. Et je vous dis ça, ce n'est pas une blague. Ça avait le même goût que des croquettes pour chiens. J'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Le problème, Vector, et c'est pour ça que c'est devenu un running gag, c'est que c'était littéralement le premier jour et le premier truc que t'as acheté. Et c'est aussi littéralement le premier truc qu'on a mangé. Donc le coup de « ça arrive à tout le monde de faire une erreur !» Ah là 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 là. Ça, les gens, ça ressemble à un bonbon. D'accord ? Ce sont des shots de liqueur et c'est 15 degrés. Ce sont des shots. Et ça coûte 280... Enfin, ça coûte 300 yens. Oui, parce qu'on est allé dans un donkey. C'est... Vous pouvez demander à Vector, les donkeys rotés, mais c'est l'enfer. C'est d'immenses labyrinthes où rien n'a de sens. Pour tout vous dire, là, on était passé des bonbons à l'alcool, aux briquets et aux cigarettes, et à côté, vous aviez les gros sextoys. Et juste à côté, bah, le matériel de camping. Les Don Quiroté. On comprenait rien aux Don Quiroté. On a bien sûr fait un Nintendo Store. Alors, moi j'ai la chance d'avoir Vector. Vector est un immense passionné de Nintendo qui avait une anecdote et une histoire sur tout Nintendo. Donc en fait, ça a été un véritable plaisir de faire le musée avec lui. Si vous n'avez pas un copain ou une copine fan de Nintendo capable de vous raconter plein d'anecdotes sur tel jeu, telle console, tel constructeur, tel ceci, ben en vrai, le musée est un peu chiant. Parce qu'il y a littéralement aucune explication nulle part. C'est qu'on vous met plein de jeux, on vous met la console, et c'est... Voilà. Enfin, vous avez des dates sur, par exemple, quand est sortie la console, mais c'est tout. Vous n'avez pas d'explication sur qui a créé la console, sur les différents prototypes, parce que du coup, il y a des prototypes, mais vous avez aucun nom, rien du tout. C'est juste, vous avez une vitrine avec plein de prototypes, et vous êtes en mode... Bah d'accord, mais je veux bien des documents, ce genre de choses. Là, il y a des jeux de cartes. Il n'y a pas une seule explication. Vous ne savez pas du tout ce que c'est comme jeu de cartes, en quelle année ça a été créé, pour quelle raison. Oui, c'est le Hanafuda, c'est ça. Mais en fait, Griffith, il n'y a aucune explication. Donc tu vois juste ça, et t'es en mode... Ok. Donc t'es déjà censé savoir, en fait. C'est ultra trop dommage. Pareil, il n'y a aucun endroit lié au grand nom de Nintendo, tu vois. En fait, le seul grand nom et la seule signature qu'il y a, c'est Miyamoto, c'est le papa de Mario. Mais il n'y a même pas. Il n'y a même pas un panneau sur le président actuel. Il n'y a même pas un panneau sur les précédents de Nintendo. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas un remerciement pour, par exemple, Régis Fils-Aimé, le président de Nintendo America, qui a quand même beaucoup fait. Il y a rien. Il y a juste Miyamoto et basta. En fait, il faut faire ce musée avec quelqu'un d'aussi passionné que Vector. Parce que du coup, Vector avait vraiment plein d'anecdotes. Il a carré le... En fait, vraiment, no joke, il a carré le musée. J'y serais allé toute seule, sans Vector. Vraiment, j'aurais dit... C'est nul! Et mon putain de nez aussi, c'est trop chiant. Je suis désolé. Et enfin, on va finir notre voyage, tout simplement, par
par tout simplement les daims. Les biches. Voilà. Puisque nous sommes allés à Nara. Je vais pas vous cacher que là, c'était quand même le dernier jour, l'avant-dernier jour du voyage. On en avait un peu ras le cul. On avait un peu mal partout, mais voilà. Donc, et du coup, plein de petits daims. C'est rigolo parce que du coup, les daims, vous pouvez leur donner à manger. Alors, je vais pas vous montrer une vidéo parce qu'il y a Vector dessus et que voilà. Mais du coup, on leur a donné à manger et Vector s'est fait agresser par des daims. Voilà. Il y a un petit panneau pour vous indiquer que les daims, faites attention parce que du coup, c'est des animaux sauvages. Du coup, ils peuvent vous mordre. Ils peuvent vous kick, ils peuvent vous bousculer, et ils peuvent vous knock down. Et en fait, on l'a vraiment vu. Ça reste des animaux sauvages. Ils peuvent vous foncer dessus. Ils peuvent réellement vous knock down. Vector en a fait les frais. Vector s'est fait racketter par des biches. Et c'était assez drôle. Voilà. Oh! Oui, parce que Vector est allé au Kirby Café. Au Kirby Café, attendez. Vector est allé au Kirby Café. Vector, pendant que moi je mangeais au Pingu Café, Vector a fait le Kirby Café. Voilà. Et c'était bon. Voilà. En vrai, ça avait l'air d'être mignon et bon. Donc c'est cool. Poyo. Exactement. Poyo Poyo. Voilà, on va parler de deux choses. Quand je vous ai dit les Japonais et leurs règles stupides, on a voulu aller dans les cafés. Donc dans les cafés Pigou et dans les cafés... Oh putain, je l'ai dit juste avant. Poyo, là. Dans les cafés Poyo... Merde, Kirby. Et dans le Kirby Café. Les cafés, je dis bien, attention, hein, les cafés étaient vides. D'accord? Il y avait personne. On arrive, le mec nous demande vous avez réservé? Dans les deux cafés, hein, à chaque fois. On fait bah non, le café est vide, il n'y a pas un client. Les mecs nous regardent, à chaque fois dans les deux. Ah, je suis désolé, on ne prend que sur réservation. Il n'y a pas un chat. Et bah t'as pas le droit de rentrer. Parce que les règles disent non, il faut faire une réservation. Tu vas pas... Et le pire, c'est que tu peux pas réserver là, à l'instant. Les réservations, tu dois les faire 24 heures à l'avance. Ça nous a énervé. Vous avez pas idée à quel point ça nous a énervé. Il y a ça, et là, c'est le... Par contre, de tout le voyage, c'est le truc qui nous a le plus énervé. À tel point que vraiment, je pense que si j'avais chopé un japonais, je lui aurais fait avaler son putain de vélo ou je lui aurais tabassé la gueule avec son vélo. Les cyclistes japonais sont des immenses fils de pute. Tous les vélos au Japon sont livrés avec des sonnettes. D'accord? Des ting-ting. Tous les japonais jouaient à celui qui utilise sa sonnette, sa mère est une pute. Voilà, c'est tout. En fait, ils n'utilisaient jamais leur sonnette. Résultat, ils te frôlaient. Mais quand je te dis qu'ils te frôlaient, quand t'étais en train de marcher, ils te frôlaient. Tu les entendais pas. Ils sont ultra silencieux. Et tout d'un coup, schlac, ils te frôlent. Et t'es en mode, oh putain. Le mec te surprend. Et juste, il s'en va. Il est avec son vélo. Les cyclistes japonais sont réellement des immenses fils de pute. Je déteste les cyclistes japonais. Voilà. Méfiez-vous, si vous allez au Japon, méfiez-vous des cyclistes. Mais ici, il y a un truc qui est chiant. Il y a un truc qui est particulièrement oppressant avec les boutiques. Parce que là, si vous voulez, on va parler des boutiques en règle générale. Il y a un truc qui est oppressant avec les boutiques, c'est qu'elles sont minuscules. C'est oppressant. Beaucoup de boutiques sont sombres. Et je vais pas vous mentir que je suis allé dans des sex shops. Je suis allé dans des sex shops au Japon pour justement chercher quelques trucs particuliers. D'accord? C'est très simple. Je ne me suis jamais senti, et pourtant il faut le faire, je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise
et aussi peu en confiance dans une boutique que dans un sex shop japonais. Il n'y a pas une seule fenêtre, donc c'est que de la lumière artificielle, c'est en vrai ultra sombre, c'est ultra glauque, et sachez que vous avez des étages qui sont entièrement interdits aux femmes. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, dans les sex shops japonais, tu ne vois pas les employés. En fait, tous les employés sont dans des cases, mais littéralement, ils sont dans des boîtes, qui, chaque boîte peuvent se relier entre elles, donc d'un étage à l'autre, mais en fait, ils ne sortent jamais de leur boîte. Et quand tu passes à la caisse pour payer, en fait, il y a un rideau. Il y a un rideau qui descend jusqu'à haut de leur corps. Et en fait, tu ne vois que leurs mains. Et du coup, ils sont comme ça. Et ils te parlent comme ça. Tu ne vois pas leurs yeux, tu ne vois pas leur visage, tu ne vois rien du tout d'eux. Juste leurs mains. Il y a un vrai côté oppressant. Là où, dans un sex shop ou un love shop en France, tu sais, ils sont assez éclairés, ils sont assez... T'as des vitres, c'est lumineux. Là, c'est pas lumineux, c'est pas chaleureux. Et ouais, non, c'est glauque. Et alors, parce qu'il faut en parler, il y a des gros trucs à faire sur la pédopornographie au Japon, quand même. Hein. Je n'ai jamais vu autant d'étagères de pédopornographie distribuées aussi légalement. C'est... Le lolicon et le shotacon au Japon, t'as envie de t'ouvrir les veines. Je le dis ouvertement. Mais en fait, Griffith, même sans chercher à tomber dessus, tu tombes forcément dessus. Il y a des étages complets. C'est pas... Oh, 1 ou 2 œuvres comme ça, et c'est un peu caché, mine de rien, parce que même pour eux, oh, c'est pas ouf et tout. C'est des étages complets. Et en vrai de vrai, c'est là où c'est malsain, c'est que ça arrive à être moins cher que du porno normal. Sachez que si j'avais voulu remplir une valise entière de porno lolicon, ça m'aurait coûté moins cher que la Kurumi que j'ai achetée. Alors attendez, je vais la chercher. Dites-vous que ça... Alors, je vais vous mettre la... Tac. Dites-vous que cette magnifique Kurumi, qui est quand même assez grosse, m'a coûté 90 000 yens. 90 000 yens. M'a coûté 9 000 yens. D'accord ? 9 900 avec les taxes. Donc, on va arrondir à 10 000 yens, 60 €. Imaginez que... Alors, c'était une version limitée, temporaire, Luciferia. Elle est très très cool. Sachez que pour le prix de cette Kurumi, pour le prix même moins cher que cette Kurumi, donc pour 60 €, j'aurais pu remplir l'intégralité de cette valise de porno lolicon, que j'en aurais eu pour peut-être la moitié en réalité de la Kurumi. Les mangas, les animés, les hentai, tout ce que vous voulez en rapport avec le lolicon et le shotacon, c'est le porno qui coûte le moins cher à acheter au Japon. Le manga lolicon le plus cher que j'ai trouvé au Japon coûtait 120 yens. C'est effrayant. Je vous le dis ouvertement. C'est effrayant. Et le pire, c'est que ils sont en mode « Ouais, c'est normal. C'est normal d'en acheter, t'inquiète. » Et t'as et c'est des étagères entières. Et les mecs, ils achètent ça. Mais je dis les hommes, mais les femmes aussi, elles achètent. Hein. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ce sont les femmes qui consomment le plus. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette anecdote, ce sont les femmes qui consomment le plus. Bref, vous savez quoi, je vais vous montrer ça. S'il y a encore des gens... vous savez, je vous étise ça. En mode, c'est quoi ? Et ben en fait, c'est une serviette. Et c'est... Du coup, une serviette Sailor Moon. Voilà, tout simplement. Je vais vous mettre 3 images. On va les regarder. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté au Japon. Donc ça, c'est le safe. Voilà, ça, c'est le safe for work. Donc, tout un tas de figurines. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez une idée. Plein de figurines. Il y avait des trucs...
comment ça s'appelle, c'est Looking Up Magical Girl, il y a de la VTubeuse, il y a du Gundam, il y a de la VTubeuse, il y a du Sailor Moon que j'ai installé qui est ultra joli, il y a du Lamu, il y a plein de Lamu ici, il y a une Alice, il y a du Dimension Schedule, très très cool, et ensuite il y a plein de peluches. Il y a plein de peluches Pokémon. Voilà. Ça, si vous savez ce que c'est, vous êtes des petits coquins. Des petites peluches d'Orimi Magique, la serviette. Il y a des CD de musique Sailor Moon ici, il y a plein de jeux vidéo. Voilà, plein de jeux vidéo. Il y a des bouquins, il y a l'artbook officiel de Sailor Moon juste ici. Voilà. Et donc, ça c'est mes achats NSFW, donc c'est que des doujinshi porno. Voilà. Avec au milieu, comment ça s'appelle, des doujinshi Yu-Gi-Oh! Et ça c'est merveilleux. Et nous avons plein de doujinshi, certains pornos, d'autres non, de Sailor Moon. Et ça fait 90% de mes achats. Voilà! Ri a saisi des douanes à la disposition de ta photo. Tiens, en parlant des douanes, alors, vous voulez ne pas vous faire choper par les douanes? Tout simplement arriver à Paris, arriver en France quand il est 1h du matin. Bah du coup, quand vous arrivez et qu'il est 1h du matin, il n'y a pas les douanes. C'est la vraie strat. Voilà. J'espère que ce petit live de retour vous a plu. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. C'est un vrai plaisir. Je ne pensais pas que vous alliez être aussi nombreux pour mon retour. No joke. C'est... No joke. Je ne pensais pas que vous alliez être aussi nombreux, donc ça me fait ultra plaisir. Je vais vous dire des bisous à vous, les gens, des bisous partout. Prenez soin de vous, les gens. Prenez soin du rock'n'roll. Mais en fait, vous aussi, vous me manquiez. Vous aussi, vous me manquiez. Et on repart, les gens, pour une nouvelle année, une année 2025, qui sera pleine de surprises. Croyez-moi. Allez, des bisous à vous, des bisous partout. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Et je vous dis à mercredi pour le prochain live. Ciao.